Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la question du développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique au cours d'une visioconférence ce mardi 28 septembre 2021. C'était là le titre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Le président du Faso partage sa vision pour le renforcement du système sanitaire au cours d'une visioconférence à l'occasion de la 4e rencontre de haut niveau sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Pour Okma Christian Kaboré, cette rencontre vient à point nommé pour trouver des solutions pratiques à mesure d'améliorer la prise en charge de ce secteur de plus en plus préoccupant. Cette rencontre de haut niveau consacrée au renforcement de l'industrie pharmaceutique en Afrique nous offre l'agréable opportunité de partager nos visions sur un sujet qui constitue une réelle source de préoccupation pour nos systèmes de santé. En effet, la pandémie de la COVID-19 nous a rappelé la fragilité des systèmes d'approvisionnement de nos services de santé en produits pharmaceutiques qui dépendent pour la plupart des importations. C'est pourquoi nos pays ont connu, durant la pandémie, des ruptures de stock du fait des ralentissements de l'activité des firmes pharmaceutiques internationales. Les drames liés à la COVID-19 et à l'ensemble des épidémies et d'autres affections que connaissent les pays africains peuvent être évités ou circoncis si nos États conjuguaient leurs efforts pour trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées, notamment en ce qui concerne les produits de santé. De nombreuses initiatives prises par l'Union africaine dans le but de promouvoir la production locale des produits de santé tardent à prendre corps. Nous saluons l'engagement pris afin de permettre à la faveur de la COVID-19 à certains pays de produire des vaccins tels que le Sénégal, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, de nombreux pays africains ont des projets de création d'unités de production pharmaceutique et ce, de manière isolée. Tout en partageant la conviction selon laquelle nous devons développer notre propre industrie pharmaceutique pour éviter de vivre les difficultés déjà endurées, aggravées par la COVID-19, nous sommes partisans d'une meilleure mise en synergie de nos efforts, allant de la recherche à la mise en œuvre sur le marché de produits finis, en passant par une bonne maîtrise de l'approvisionnement en matières premières. S'agissant de mon pays, le Burkina Faso, un des défis à relever est la création rapide d'une capacité nationale de production de produits de santé, afin de satisfaire les besoins d'accès des populations à des médicaments essentiels disponibles et abordables. C'est ainsi que pour l'opérationnalisation de la technopole pharmaceutique, nous avons sollicité l'accompagnement de l'ONIDI afin que nous puissions aboutir à un schéma d'industrialisation pharmaceutique qui intègre l'environnement sous-régional tout en prenant en compte les besoins non encore satisfaits de ces pays en matière de production de santé. La matérialisation de cette technopole pharmaceutique nécessitera l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi j'en appelle aux institutions financières internationales, aux agences spécialisées des Nations Unies pour qu'elles s'impliquent résolument dans les propositions d'industrialisation pharmaceutique en Afrique à la faveur des leçons tirées de la pandémie de la COVID-19. Je vous remercie. Et à l'issue de cette rencontre virtuelle, le conseiller spécial du président Mathias Somé nous en dit plus sur les points saillants et les grandes propositions apportées par le Burkina Faso dans le domaine de l'industrie pharmaceutique des pays africains. Merci. Cette rencontre a été organisée à l'initiative de l'ONUDI, qui est une agence des Nations Unies spécialisée dans le domaine de l'industrialisation et qui a bien voulu inviter le président du Faso comme orateur à donner son point de vue sur l'industrialisation pharmaceutique en Afrique. Comme on s'y attendait, le chef de l'État a souligné l'importance pour les pays africains
de mieux se concerter pour avoir une industrialisation beaucoup plus complémentaire au lieu que chaque pays essaie de faire son industrialisation. Il a mis l'accent sur la nécessité, au moins pour chaque pays, de mettre une industrie pharmaceutique pour répondre aux besoins pressants des populations, notamment dans les médicaments essentiels. On prend le cas dans notre pays, les produits antipaludéens, sous forme générique, ou les anti-infectieux, tout ça sous forme générique, de façon à ce que ces produits-là soient non seulement accessibles, disponibles, mais accessibles financièrement. En outre, il voudrait que les pays, pour ce qui concerne la production des vaccins, et surtout pour des produits de spécialité, puissent se concerter pour mutualiser leurs efforts dans le domaine des investissements, parce que tous les pays ne peuvent pas produire des produits chers. Donc, il a, pour ça, j'allais dire en troisième position, souligné le fait que nos États doivent soutenir les industries pharmaceutiques à travers un certain nombre de mesures, dont notamment la détaxe enlever les taxes sur les matières premières qui sont importées et mettre plutôt des taxes sur les médicaments importés pour pouvoir soutenir les productions locales, lutter contre les produits de contrefaçon qui tuent les industries locales, mais également encourager une sorte de partenariat entre les investisseurs nationaux et internationaux et les États. Voici des points sur lesquels le chef de l'État a tenu à partager son point de vue avec d'autres invités de l'Organisation des Nations Unies chargée de l'industrialisation. L'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en fin de mission fait ses adieux au président du Faso. Kapié Le Tansoro traduit sa reconnaissance au président du Faso et à tout le peuple burkinabé pour le soutien dont il a bénéficié ces 5 dernières années. Merci de nous donner à nouveau l'occasion de vous dire un peu l'objet de notre visite ce matin et de l'audience qu'il a plu au président du Faso de nous accorder. En effet, nous sommes au terme de notre mission diplomatique de représentation de la République de Côte d'Ivoire près de Burkina Faso. Et comme il est de tradition dans notre métier, la diplomatie, nous sommes venus dire notre gratitude au président du Faso et lui demander en termes africains la route, parce que nous avons été appelés à d'autres fonctions dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je tenais à venir remercier le président du Faso, et le gouvernement tout entier et le peuple frère et ami du Burkina Faso, qui nous ont tous accueillis et accompagnés pendant ces 5 dernières années où nous avons représenté la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Je dois dire que je repars avec des sentiments mêlés d'un peu de tristesse parce que je quitte momentanément des frères, des amis, des parents et de bonnes relations que nous avons pu nous faire ici pendant ces dernières années. Nous avons bénéficié de l'accompagnement, du soutien total de son Excellence Monsieur le Président du Faso, de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de tout le gouvernement burkinabé. Et je tenais donc à venir saluer le président du Faso avant de quitter la terre bénie des hommes intègres. Je pense qu'il faut retenir qu'à la sortie de la grande crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire après l'élection de 2010 et qui a traîné jusqu'à 2015 par là, aujourd'hui, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont au beau fixe. Et nous sommes fiers d'avoir modestement contribué à notre humble niveau à la promotion, au développement et à l'épanouissement de ces relations. Vous avez bien sûr suivi les différents sommets du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Ces réunions ont permis de faire le tour de tous les protocoles d'accord, ceux qui étaient
en sommeil et ceux qu'il fallait actualiser ou les nouveaux qu'il fallait négocier. Tout cela a été fait dans une ambiance fraternelle et très, très, très encourageante parce que chaque année, quand on se retrouve à l'occasion du TAC, soit à Yamoussoukro, soit à Ouagadougou, les deux gouvernements se réunissent, les experts d'abord, ensuite les ministres et les chefs de gouvernement et enfin les chefs d'État. Et ces réunions ont permis de poser les bases d'une relation de coopération bilatérale très solide. Aujourd'hui, le TAC a donné des fruits dont chacun peut voir le résultat, notamment dans les infrastructures, mais avant tout la fluidité, même si les frontières sont momentanément fermées à cause du Covid, mais il est beaucoup plus relax aujourd'hui entre nos deux pays, nos deux peuples, de parler de certains points, même des questions qui fâchent. On arrive à les poser plus aisément sur la table pour en parler en famille. Et je crois que, sans me tromper, Monsieur le ministre des Affaires étrangères est là. Aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'entendent très bien et regardent dans la même direction. Et nous sommes fiers et heureux d'avoir contribué à notre modeste niveau à cette représentation, au développement de ces relations. Faisons un tour à présent de l'actualité hors de chez nous. L'Organisation mondiale de la santé est mise en cause dans des cas de violence sexuelle en République démocratique du Congo. Reconnaissant des fautes, le patron de l'OMS a promis des sanctions. Un jour sombre pour l'OMS, c'est ainsi qu'a réagi le patron de l'Organisation mondiale de la santé ce mardi. Réaction à la publication d'un rapport d'enquête qui met en lumière des cas de violences sexuelles commises par des membres de l'OMS employés en République démocratique du Congo. Pendant près d'un an, une commission indépendante a enquêté sur les allégations d'abus sexuels et les conclusions sont sans appel, dénonçant des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Je suis désolé de ce qui vous a été imposé par des personnes qui étaient employées par l'OMS pour vous servir et vous protéger. Je suis désolé pour les souffrances continues que cet événement vous a causées. Je suis désolé que vous ayez dû les revivre en répondant aux questions de la commission d'enquête. Les faits se sont produits entre 2018 et 2020 lors de missions de l'OMS durant l'épidémie d'Ebola en RDC. Des dizaines de femmes se sont vues proposer du travail en échange de rapports sexuels. Certaines ont aussi été victimes de viols. Les auteurs présumés de ces violences sexuelles ont été écartés de leur poste. Le patron de l'OMS a promis des sanctions sévères contre les coupables. Trop de mots, de promesses non tenues, de trahison, des jeunes militantes écologistes dénoncent l'inaction des dirigeants de la planète sur la question du réchauffement climatique et les appellent à se réveiller. Il n'y a plus de temps à perdre. À Milan, devant 400 jeunes réunis pour préparer la COP26, Greta Thunberg appelle les dirigeants du monde entier à se réveiller et à prendre au sérieux la crise climatique. La jeune militante suédoise les accuse d'avoir noyé leur espoir dans des mots et d'avoir trahi les générations actuelles et futures. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de planète blablabla. Il ne s'agit pas d'un acte écologique politiquement correct et coûteux avec des lapins qui se font des câlins ou de blablabla. Reconstruire en mieux, blablabla. Économie verte, blablabla. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui sonnent bien, mais qui jusqu'à présent n'ont mené à aucune action. Il est temps de tenir vos promesses, a martelé notre jeune ambassadrice, et de rappeler que les populations les moins responsables du réchauffement sont souvent celles qui souffrent le plus. Pour beaucoup d'entre nous, réduire et éviter les émissions de gaz ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vous adapter à la perte d'une culture. Vous ne pouvez pas vous adapter aux traditions perdues. Vous ne pouvez pas vous adapter à l'histoire perdue. Vous ne pouvez pas vous adapter à la famine. Selon la dernière évaluation de l'ONU, le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de plus 2,7 degrés, bien loin des objectifs de l'accord de Paris.
Paris annonce la réduction prochaine des visas octroyés pour les ressortissants des pays qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des émigrés refoulés. Une décision injustifiée selon le Maroc. Le Maroc déplore la récente décision de la France de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants du Royaume. Paris justifie cette décision par le refus des autorités marocaines de délivrer des laissez-passer consulaires et donc de freiner les expulsions de ressortissants marocains en situation irrégulière sur le sol français. Nous considérons cette décision comme injustifiée, déclare le chef de la diplomatie marocaine. Le Maroc a toujours géré la question migratoire et le flux des personnes avec responsabilité. Dans les rues de Rabat, la décision française de durcir les conditions d'obtention des visas est très critiquée. Certains journaux d'information dénoncent un acte très inamical de Paris. Pour les Marocains, c'est une atteinte à leur liberté de déplacement, comme le stipulent les accords internationaux sur le voyage et l'itinérance entre les pays. Paris ne doit pas oublier qu'il y a plusieurs étudiants qui partent chaque année en France pour poursuivre leurs études, sans oublier les touristes marocains aussi. La décision française pose un sérieux problème pour ces deux catégories de voyageurs. La réduction du nombre de visas ne vise pas seulement les ressortissants marocains, sont concernés également et pour les mêmes raisons, les ressortissants algériens et tunisiens. Et voilà qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programmes sur CDK.